Je donne la parole à présent à son Excellence Monsieur Cheikh Chagoud Dayan Al-Mayan, ministre d'État du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit sur vous. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier son Excellence Denis Francis pour son excellente direction des travaux lors de la session précédente. Je tiens également à féliciter son Excellence Philemon Yang qui assume la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale et nous lui souhaitons plein succès. De cette tribune, l'Assemblée générale, un endroit qui nous a toujours permis d'exprimer nos ambitions et nos angoisses. Nous appelons toutes et tous à faire front uni et bâtir ensemble un monde meilleur pour nos fils et nos filles, pour les générations futures. Un monde meilleur qui permette à tout un chacun, à toute une chacune de jouir d'une vie décente, prospère et stable. Un monde où toutes les capacités politiques, diplomatiques, économiques ou toutes les avancées technologiques et scientifiques soient utilisées pour préserver la vie sous toutes ses formes. Aux Émirats arabes unis, nous avons opté pour cette vision. Nous avons puisé dans le potentiel du progrès dans chaque domaine, partant du développement, passant par l'économie et l'éducation, jusqu'à arriver à la technologie et l'industrie. Depuis sa création, depuis leur création, les Émirats arabes unis ont adopté une politique étrangère transparente, fondée sur la crédibilité, sur des relations équilibrées avec tous les pays. Ceci suppose des efforts à l'échelle régionale et internationale afin d'arriver à une plus grande stabilité, réduire l'escalade, encourager le dialogue, construire des ponts, résoudre des crises au lieu de se contenter de les gérer. Nous nous trouvons à un tournant décisif, dangereux. Nous devons changer de cap dans notre action internationale. Nous devons axer nos actions sur une série de principes fondamentaux et non négociables. Le plus important est que nous devons nous montrer unis face à des questions épineuses, soutenir tous les peuples, s'impliquer en deux poids, deux mesures, assurer la protection des civils, veiller au respect de l'état de droit, s'engager envers les droits humains et respecter les principes de bon voisinage. Pour revenir à ces principes fondamentaux, il est plus urgent que jamais de les respecter, en particulier au vu des violations graves commises dans un contexte de conflits qui font rage dans notre région et ailleurs dans le monde. Ces violations ont exacerbé la souffrance humaine, ont effacé des décennies de progrès et causé des déplacements généralisés, ce qui a à son tour créé des crises de réfugiés massives et supposer un plus lourd fardeau sur les pays voisins et concernés en particulier dans le contexte de la guerre sanglante dans la bande de Gaza, les guerres au Soudan, en Ukraine et les crises au Yémen, Syrie, Libye, Sahel, Afghanistan, Myanmar, Haïti et encore d'autres pays. Il convient de rappeler que même en temps de guerre, il existe des règles. Les parties doivent respecter le droit international, y compris le droit international humanitaire. À Gaza, un cessez-le-feu immédiat, durable, doit être atteint, ainsi qu'un accès à l'aide humanitaire rapide, plein et sans entrave à grande échelle. Les otages et les détenus, quant à eux, ils doivent être libérés. Les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité doivent être mises en œuvre.
Nous devons agir avec sagesse au vu des évolutions rapides qui menacent notre région. Il est évident que tout ce que nous avions vu venir et au sujet duquel nous avions alerté est en train de se dérouler au-delà de notre contrôle. Nous regrettons de voir cet embrasement au Liban, un moment où nous espérions une annonce afin de conclure un accord et mettre fin à la guerre à Gaza. Il est inacceptable d'ignorer les décisions et avis consultatifs émis par l'organe judiciaire suprême des Nations Unies, à savoir la Cour internationale de justice. Ceci comprend les mesures provisoires ordonnées par la Cour concernant la guerre à Gaza. Dans ce contexte, nous appelons au maintien de la sécurité et la sûreté de la population. Nous devons veiller à la sauvegarde de la stabilité régionale et internationale, y compris la sécurité de la navigation internationale, des routes commerciales et de l'approvisionnement en énergie. C'est particulièrement essentiel au vu des tentatives répétées par des terroristes et groupes extrémistes d'exploiter les souffrances des peuples à des fins politiques qui les servent eux uniquement. Au Soudan, les parties au conflit doivent cesser les combats immédiatement et de manière permanente, permettre un accès durable et sans entrave à l'aide humanitaire au-delà des frontières et des lignes de conflit. Nous rejetons totalement la prise pour cible par les partis au conflit de civils et l'obstruction à l'aide humanitaire. Nous condamnons fermement l'attaque flagrante lancée par les forces armées soudanaises contre la résidence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Khartoum le 29 septembre 2024, en violation flagrante du principe fondamental de l'inviolabilité des locaux diplomatiques et des conventions et normes internationales, en particulier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Nous appelons les parties au conflit à entamer des pourparlers de paix de manière très sérieuse. À cet égard, nous insistons sur l'importance de partir des résultats positifs obtenus lors de réunions du groupe de travail sur l'alignement pour des mesures de sauvetage de paix au Soudan, le groupe connu comme ALPS. Nous félicitons pour toutes ces initiatives. Nous continuerons de travailler aux côtés des partenaires régionaux et internationaux pour alléger la souffrance de la population soudanaise et garantir une vie plus sûre et plus prospère pour eux. En Ukraine, les retombées de la guerre en cours ont dépassé les mers et les continents. Par conséquent, il est impératif de trouver une solution pacifique pour mettre un terme à ce conflit qui a contribué à exacerber la polarisation à l'échelle mondiale, a créé une crise des réfugiés et des prisonniers et eu un impact considérable sur la sécurité alimentaire mondiale. Par le biais de notre collaboration constante avec toutes les parties, mon pays a contribué à la libération de près de 2000 prisonniers de guerre par le biais d'efforts de médiation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Nous continuons d'encourager au dialogue et à la désescalade et de soutenir le redressement et la reconstruction. Nous parlons donc de résoudre des crises qui sont prolongées trop longtemps et ce faisant, nous devons réitérer notre plein soutien pour la souveraineté marocaine sur la région du Sahara marocain ainsi que pour l'initiative d'autonomie en vue de maintenir l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Monsieur le Président, dans un contexte de crise multiple, mon pays a refusé de permettre que la riposte internationale
soit empêchée par la polarisation croissante ou qu'elle doit faire face à des obstacles imposés par les parties au conflit. À cet effet, nous avons cherché à dépasser ces difficultés, ces obstacles, et utiliser tous les moyens disponibles afin de permettre aux efforts humanitaires de se poursuivre. Il s'agit d'aider tous ceux qui en ont besoin partout sur la planète, conformément à notre engagement envers l'héritage du Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le fondateur des Émirats arabes unis. Aujourd'hui, Son Altesse, le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, que Dieu le protège, a consacré 100 millions de dollars américains à une aide d'urgence au peuple frère du Liban pour les soutenir dans ce contexte de défis actuels. Lorsque la guerre s'est intensifiée au Soudan, plongeant des millions de personnes dans une catastrophe humanitaire pluridimensionnelle, les Émirats arabes unis ont consacré leurs efforts afin de soutenir le peuple soudanais. Récemment, nous avons contribué à hauteur de 100 millions de dollars américains pour venir en soutien à l'ONU dans ses efforts en vue de s'attaquer aux répercussions humanitaires de cette guerre au Soudan et dans les pays voisins. En outre, nous avons construit 2 hôpitaux de campagne au Tchad pour fournir des services médicaux à tous ceux dans le besoin, y compris les réfugiés soudanais. De la même manière, nous n'avons épargné aucun effort pour venir en soutien au peuple innocent assiégé à Gaza. À cet égard, nous avons envoyé une aide urgente par voie terrestre, aérienne et maritime. Et nous avons fait un traitement aux Palestiniens blessés et malades par le biais des hôpitaux de campagne que nous avons créés à Rafah et l'hôpital flottant à El Arish. Les Émirats arabes unis continuent d'aider à évacuer les blessés, les malades et leurs familles de Gaza. La plupart sont des enfants, des patients atteints de cancer, afin qu'ils reçoivent le traitement nécessaire dans des hôpitaux des Émirats. Nous avons également maintenu notre soutien à l'UNRWA, qui joue un rôle essentiel à Gaza. Nous nous félicitons du lancement récent de programmes de préparation afin de reprendre ces services éducationnels dans la bande. Nous applaudissons les travailleurs humanitaires pour tous leurs efforts. Ils nous donnent une lueur d'espoir dans cette guerre qui nous plonge dans l'ombre. Si nous voulons mettre un terme à ce cercle vicieux de cette décennie de la question palestinienne, alors nous devons prendre des mesures concrètes en direction de la création d'un État palestinien indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale et fondé sur la solution à 2 États. Nous devons également envisager la création d'une mission internationale temporaire dans la bande de Gaza, sur demande officielle du gouvernement palestinien, afin de s'attaquer à la crise humanitaire, afin de rétablir l'ordre et la sécurité et réunifier Gaza et la Cisjordanie sous une autorité palestinienne réformée. Ceci permettrait à l'autorité palestinienne, une fois réformée, d'avancer en direction d'une solution politique globale et juste à cette question palestinienne. Mon pays est d'avis que l'État de Palestine, qui, il y a quelques semaines seulement, a pris siège dans cette salle, à l'instar de toute autre nation, remplit toutes les conditions pour devenir membre à part entière de cette organisation. Il mérite d'être reconnu par tous les États comme un membre à part entière sous occupation. Monsieur le Président, en parallèle, tous ces efforts, mon pays réitère sa demande à l'Iran afin qu'elle mette fin à l'occupation de 3 îles des Émirats arabes unis. Toumba supérieure, Toumba inférieure et Abu Moussa, 3 îles qui font partie intégrante des Émirats. Nous
continuerons d'enjoindre l'Iran à répondre à nos appels répétés afin de résoudre cette question, soit par le biais de négociations directes ou en saisissant la Cour internationale de justice. Pour toutes les autres questions, les Émirats sont d'avis que la meilleure manière de résoudre les crises passe par la diplomatie. Nous ne pouvons continuer de mettre de l'huile dans le feu. Nos approches traditionnelles, lorsqu'elles cessent d'être efficaces, doivent nous pousser à adopter d'autres approches nouvelles pour pouvoir avancer. Monsieur le Président, édifier un avenir sûr et prospère exige de renouveler les mécanismes de l'action multilatérale pour mieux s'attaquer aux défis graves auxquels nous sommes confrontés. Par conséquent, nous devons assumer des rôles importants au moment de trouver des solutions aux conflits et aux crises. C'est notamment plus nécessaire que le système international actuel s'est révélé peu efficace pour prévenir les crimes les plus graves ou pour tenir pour responsables les auteurs. Ceci exigera en premier lieu de réformer le Conseil de sécurité par des efforts globaux qui rassemblent tous les membres des Nations Unies. Ceci permettra au Conseil de sécurité de restaurer sa crédibilité, de s'acquitter de son mandat consistant à maintenir la paix et la sécurité internationale, de lutter contre l'impunité, y compris dans des situations où la polarisation des considérations d'ordre politique empêche le Conseil de passer à l'action. Les pays pauvres en développement doivent également être placés au cœur de tout effort international. Nous devons faire en sorte que les femmes et les jeunes soient autonomisés afin de jouer un rôle essentiel, utile dans tous les aspects de notre action collective. Nous sommes préoccupés par les réalités actuelles, certes. Toutefois, nous ne pouvons perdre de vue l'importance des efforts de prévention de crise. Les guerres les plus meurtrières de notre histoire n'ont pas été déclenchées du jour au lendemain. Elles étaient le résultat de l'extrémisme, du discours de haine, de l'accumulation d'intolérance au fil d'années, sinon des décennies. Ceci nécessitera de prendre des mesures concrètes pour veiller au respect des principes de tolérance et de cohabitation pacifique, de coordonner entre les efforts régionaux et internationaux pour éteindre l'étincelle du conflit avant même qu'il ne commence. En outre, une action collective est la seule manière de relever ces défis qui menacent l'avenir de l'humanité de notre planète, y compris le changement climatique. Les résultats de la 28e session de l'ACNUC, qui s'est tenue aux Émirats, nous démontrent bien ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous montrons unis. Le consensus historique des Émirats arabes unis, adopté par 198 pays, incarne un consensus mondial au sujet de mesures en cours pour prévenir le réchauffement de la planète au-dessus d'1,5 degré Celsius. Il rend opérationnel le fonds pertes et dommages afin de compenser les pays les plus touchés par le changement climatique. Nous continuerons de coopérer avec tout un chacun, toute une chacune pour appuyer l'action climatique, des solutions propres et renouvelables pour l'énergie, y compris par le biais de la troïka des présidences de la conférence des parties, initiative prise aux côtés de l'Azerbaïdjan et du Brésil, afin d'apporter une réponse concrète qui contribue à la réalisation des objectifs internationaux des accords climatiques. Nous redoublerons d'efforts pour nous attaquer aux questions de rareté, pénurie d'eau et approvisionnement en eau propre de manière durable pour tous, y compris par le biais de la conférence de l'ONU sur l'eau que nous avons l'intention d'accueillir en 2026 aux Émirats en partenariat avec le Sénégal. D'autres initiatives dans ce domaine que je pourrais mentionner sont par exemple l'initiative pour l'eau Mohamed Ben Zayed lancée cette année.
C'est partant de cet esprit d'avant-garde que nous cherchons à explorer, à puiser dans le potentiel et les opportunités que nous offrent les technologies de pointe. Cela nous permettra de transformer les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle et de trouver des solutions novatrices pour toutes nos entreprises, notre vie et nos services gouvernementaux. Nous croyons qu'une attention internationale et que des investissements devraient être axés vers ces technologies afin d'accélérer le développement durable et arriver à un changement porteur de transformation qui nous permettra de relever les défis que nous affrontons dans plusieurs domaines. Ceci permettra de combler les lacunes en matière de développement et d'apporter un soutien et du progrès pour toutes et tous. Monsieur le Président, saisissons cette occasion pour réformer notre action collective à l'international. Notre seul refuge en ces temps difficiles. Travaillons de concert, main dans la main, pour édifier un avenir prometteur pour les générations futures, qu'elles en soient fières. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État du ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.